Bien, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse, très honorée de recevoir ici ce soir Monsieur François Heilbronn. Et cela pour plusieurs raisons, mais pour une raison bien particulière sur laquelle je voudrais insister maintenant. L'amitié judéo-chrétienne de France a une dette particulière vis-à-vis de la famille Heilbronn. En effet, Hubert Heilbronn, père de François Heilbronn, Hubert Heilbronn de mémoire bénie, avait eu en 1988 une initiative révolutionnaire pour l'époque. Il avait créé le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. Un prix qui existe toujours aujourd'hui et qui était destiné à distinguer les personnalités qui, par leurs actions, par leurs écrits, s'étaient engagées à ce qu'il y ait une meilleure compréhension, une meilleure connaissance entre le judaïsme et le christianisme, et que cela se substitue, comme on dit, au malentendu séculaire, au malentendu qui avait duré 2000 ans. Ce prix, François Heilbronn a bien voulu reprendre le flambeau, et il préside aujourd'hui la remise du prix de l'amitié judéo-chrétienne qui porte désormais le nom prix de l'amitié judéo-chrétienne François Heilbronn. Hubert Heilbronn. Nous tenons, François, à vous en remercier très sincèrement et très chaleureusement. Nous avons reçu ici des conférenciers qui ont eux-mêmes reçu le prix de l'amitié judéo-chrétienne. Raïm Korsia est venu nous faire une conférence sur Jacob Kaplan et sur Edmond Flegg au mois d'octobre. Richard Prasquier est venu nous faire une conférence sur le thème que représente Israël pour les Juifs de France. Philippe Haddad est venu nous parler d'une lecture juive de Jésus. Et cette année, le prix a été remis à l'historien Carole Liancourt. Nous nous en réjouissons à l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest particulièrement dans la mesure où c'est nous qui avons porté pour la première fois, moi en l'occurrence, c'est un ami personnel, pour la première fois la candidature de Carole Liancourt en 2022. Puis elle a été réitérée, cette candidature, en 2024. Et désormais, Carole Liancourt est donc prix de l'amitié judéo-chrétienne. J'en viens maintenant à notre sujet de ce soir. François Heilbronn va nous présenter son livre « Deux étés 1944 ». Certains d'entre vous le connaissent, l'entendent à la radio, ont lu ses écrits, mais pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, quelques mots de présentation. Nous aurions pu inviter François Heilbronn au moins sur 2 sujets de conférence auxquels j'avais pensé. Il aurait pu venir nous parler d'une conférence qui aurait porté comme titre « Qu'en est-il aujourd'hui de l'antisémitisme à Sciences Po ?» Il est bien placé, il est professeur des universités affiliées à Sciences Po, où il dispense un double cours. Vous dispensez un cours sur la gestion des affaires, vous êtes vous-même issu de l'école d'Harvard, je crois, et vous dispensez un cours d'historien sur l'histoire des Juifs en France et l'histoire, depuis 2000 ans, et l'histoire des Juifs dans le monde. Cette conférence, il l'a faite il y a 15 jours au Mémorial de la Shoah, lors de la 4e journée de lutte contre l'antisémitisme. Et il nous a informés de faits que nous devinions, mais de faits absolument glaçants, que je résume en 2 mots, c'est-à-dire l'infiltration des milieux universitaires et de l'école de Sciences Po par ce que l'on appelle des minorités agissantes au nom de l'idéologie islamiste et qui utilisent les méthodes classiques des régimes totalitaires. Premièrement, la propagande pour endoctriner la jeunesse et la majorité silencieuse, et ensuite la terreur pour faire peur. Ils réussissent partiellement, parce qu'il est vrai, et nous avons invité au mois de janvier ici l'inspecteur général Aubin, auteur d'un livre « Les professeurs ont peur ». Et en particulier, les professeurs d'histoire ont peur quand ils enseignent la Shoah. Ils se souviennent aussi de ce qui est arrivé à leur collègue Samuel Paty en 2000. Face à cela, François Heilbronn nous a dit « Il n'y a qu'une seule attitude à adopter, et cette attitude, c'est la résistance. N'ayez pas peur. Certes, ce n'est pas facile, mais n'ayons pas peur et continuons comme si de rien n'était, en quelque sorte. Continuons à lutter politiquement et continuons à lutter idéologiquement. »
François Heilbronn aurait pu venir également nous faire une deuxième conférence sur laquelle il eût été parfaitement compétent. Et cette conférence, nous l'aurions intitulée « Quelle est la place aujourd'hui du mémorial de la Shoah dans la société française ?» François Heilbronn est vice-président du mémorial de la Shoah, particulièrement attaché à la question de la transmission de la mémoire de la Shoah aux futures générations, alors même que les survivants ont disparu, que les enfants et les petits-enfants des survivants vont disparaître. Qu'en sera-t-il dans 100 ans, dans 200 ans? Et je sais que vous encouragez beaucoup, que vous appuyez beaucoup les professeurs de l'éducation nationale, puisque c'est sur eux, c'est sur leurs épaules extrêmement fragiles, que repose aujourd'hui l'enseignement de la Shoah. Alors il ne nous parlera pas de l'antisémitisme à Sciences Po, il ne nous parlera pas du mémorial, mais il nous parlera d'un livre qui lui est très personnel et qui est parti de son histoire familiale. Il porte comme titre « 2 étés 44 », un titre un petit peu mystérieux, et ce livre est paru en 2023 aux éditions Stock. Vous voyez sa couverture, la partie supérieure est noire, je pense que ce n'est pas par hasard, et la partie inférieure, un bandeau, qui nous donne des explications historiques et chronologiques. Nous sommes à Metz en 1744, au milieu donc de ce siècle qui dans notre histoire est appelé le siècle des Lumières, c'est-à-dire les intellectuels qui ont rêvé de construire un monde où il n'y aurait plus jamais de guerre, plus jamais d'intolérance, plus jamais de fanatisme. Et j'avais une amie, philosophe, qui avait une expression excellente à propos du siècle des Lumières. Elle disait « Nous, aujourd'hui, nous sommes les héritiers brisés des Lumières. » Eh bien, la famille Heilbronn fait partie des héritiers brisés des Lumières et François nous expliquera cela. C'est un livre extrêmement riche qui s'est très bien vendu puisqu'il vient de paraître en livre de poche. Et vous savez que quand un livre paraît en livre de poche, c'est qu'il a été déjà très bien vendu et que c'est pour lui une véritable consécration et j'imagine que c'est pour vous une source de fierté. La librairie La Procure est ici et elle organisera tout à l'heure une dédicace. C'est un livre riche parce qu'il a plusieurs dimensions. Il a une dimension romanesque, il a une dimension historique, il a une dimension biographique. Il y a une dimension romanesque parce qu'il y a des passages une quatrième biographiques. Oui, et une dimension, effectivement, bien sûr, et une dimension politique. Une dimension romanesque parce qu'il y a des passages qui sont dus à l'imagination de l'auteur, et il vous dira lesquels. Une dimension historique parce que ce livre, c'est un livre d'histoire, c'est-à-dire fait avec la méthodologie, comme dirait Marc Bloch, du métier d'historien. Une enquête historique, la fréquentation des archives. C'est un livre à dimension biographique, car les personnages appartiennent à la famille de François Heilbronn. Et bien entendu, c'est un livre à dimension politique, parce que nous apprenons quelle a été la situation des communautés juives dans l'Europe chrétienne. C'est un livre qui se lit, je crois, avec passion, avec plaisir, avec émotion. En tout cas, ce sont les 3 sentiments que j'ai éprouvés à la lecture de votre livre. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais oui, c'est pour ça que je dis que c'est un livre riche. Je l'ai lu avec la passion intellectuelle, la passion... Assieds-toi là, Chantal, là. Je l'ai lu avec la passion de la connaissance, et la passion de la connaissance d'éléments qui nous concernent, nous, ici, à l'amitié judéo-chrétienne, au plus haut point, puisque ce livre traite des relations entre le judaïsme et le christianisme. Et ce sont des faits que nous ignorons. Non pas parce que nous sommes des ignorants, mais tout simplement parce qu'ils ne nous ont jamais été enseignés. Parce qu'il faut bien dire que les Juifs ne font pas partie de l'histoire de France. L'histoire des Juifs n'a été enseignée ni par l'Église, ni par l'éducation nationale en dehors de la Shoah. Donc là, il y a un véritable... L'histoire des Juifs, la Shoah. Pardon ? C'est pas l'histoire des Non, Juifs, non, c'est pas l'histoire des Juifs. C'est l'histoire d'une persécution. Mais bien sûr, c'est l'histoire d'une persécution. Donc il y a une autre histoire des Juifs qui ne nous a pas été enseignée.
C'est un livre qui se lit avec plaisir aussi. C'est un livre qui se lit avec plaisir parce que vous avez des livres qui vous tombent des mains au bout de 2 ou 3 pages. Vous avez des livres d'histoire qui sont parfois un peu rébarbatifs parce que les faits historiques, c'est sec. Eh bien, ce livre, il n'est pas sec du tout parce que les faits historiques que nous raconte François Heilbronn, ce sont des faits incarnés. Et ce sont des faits incarnés par des personnages, et par des personnages qui appartiennent à son histoire. Et c'est ce qui lui donne son caractère extrêmement vivant. Et puis je l'ai lu aussi avec beaucoup d'émotion. Je l'ai lu avec beaucoup d'émotion parce que la vie de ces personnages, la vie des membres de votre famille est véritablement traversée par un sentiment. Et ce sentiment, c'est un patriotisme ardent. Ils ont aimé, ils ont vénéré la France, ils ont donné leur sang pour la France pendant la guerre de 14-18. Ils ont rejoint massivement la résistance, alors qu'on nous a souvent dit que les Juifs étaient des apatrides. Donc ils étaient incapables de se dévouer pour leur patrie. Et le dernier sentiment qui m'a animée, c'est un peu un sentiment d'une immense injustice. Alors François, vous allez nous dire, dans quelles circonstances et à quel âge avez-vous appris qu'un de vos ancêtres avait sauvé la vie du roi Louis XV, ce que j'ignorais parfaitement alors que je suis de formation historienne. À quel âge et dans quelles circonstances avez-vous appris que 15 des vôtres avaient été arrêtés à Drancy en 1944, au mois de juillet 1944, alors même que les Alliés avaient débarqué et qu'une partie de notre territoire était libérée? Et enfin, question plus personnelle, comment surmonter, quand on appartient à une famille tellement brisée, comment surmonter ces épreuves et comment ne pas se laisser écraser par le poids de l'histoire familiale, car il ne faut pas se laisser écraser, bien entendu, vous nous direz de quelle façon, et vous nous direz également en quoi ces différentes découvertes que vous avez faites au cours de votre vie ont marqué vos engagements, votre vie professionnelle. Vous portez le très beau prénom de François, qui est le prénom de votre grand-oncle François Klotz, mort pour la France, officier de parachutiste, mort pour la France au moment du débarquement en 1944. Et vous êtes vous-même, je crois, officier de réserve des parachutistes. Je profite de cette introduction pour vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci Maude. Alors je ne sais pas si je dois parler avec ce micro ou celui-là. Vous m'entendez, celui-là? Ça marche? Hein? Non, parce que monsieur m'a remis un micro. C'est bon? Vous m'entendez bien? Je peux pousser ma voix aussi. Je pousse ma voix. Alors tout d'abord, je vais remercier Maude pour son invitation, pour l'organisation de ce bel événement. La salle est pleine. Il ne reste plus de place. C'est absolument remarquable. Bravo. Merci à vous pour cet accueil. Et je reviendrai sur l'importance que l'amitié judéo-chrétienne revête pour moi et pour ma famille. Je voulais aussi remercier mon ami Alia Issadouden qui a eu l'idée de vous suggérer de lire ce livre d'abord, et puis quand à votre enthousiasme à cette lecture, d'organiser cette rencontre. Et effectivement, j'ai entendu dans vos propos à la fois la subtilité d'un excellent professeur d'histoire que vous avez dû être, mais aussi la militante judéo-chrétienne qui a vu à travers cet ouvrage une réflexion effectivement personnelle, mais une réflexion qui se veut plus que personnelle, parce que le personnel n'a pas grand intérêt s'il n'est pas porteur de messages et de réflexions sur le sens de nos sociétés. Et ce que j'aime en tant qu'historien, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, puisque l'amitié judéo-chrétienne, c'est aussi ses valeurs, c'est le temps long. Je déteste l'écume de l'actualité, le côté infernal des réseaux sociaux où je suis quand même obligé de m'exprimer, France Info où les chaînes en continu, sont des mouroirs à réflexion. Là, je vais vous parler de 300 ans d'histoire, et comme l'a dit Maude, j'enseigne 2 cours à Sciences Po sur l'histoire des Juifs, un en français qui s'appelle « Les Juifs en France, une présence oubliée », et comme sous-titre « L'histoire des Juifs en France depuis 2000 ans ». Et j'enseigne, ça c'est à Sciences Po Paris pour les étudiants de 2e année de Sciences Po, et j'enseigne sur le campus de Sciences Po Menton, qui aussi dépend de Sciences Po Paris, qui est tourné vers le Proche-Orient, donc des étudiants qui viennent en majorité du Proche-Orient, en anglais « History of the Jews ». Donc mondialement,
y compris, je leur donne un cours sur les 3800 ans de présence continue des Juifs sur la terre d'Israël. Rien que l'intitulé, il y a des bons dans la salle. Mais bon, après, il se rassoit, et puis comme vous verrez, je donne des faits, rien que des faits. C'est ça l'avantage des historiens. On peut biaiser la réalité, mais les faits sont plus forts que la réalité. Et donc, c'est important de le faire. Donc, merci Alia pour cette excellente idée. Merci Maude pour cette invitation. Merci à vous toutes et tous de vous être déplacés ou même d'être restés après votre assemblée générale. Je voudrais vous dire d'abord quelques mots sur l'amitié judéo-chrétienne de France. Je suis d'une très vieille famille anticléricale. Mon grand-père, pur produit de la loi de 1905, ne mettait jamais les pieds dans une église et ne mettait jamais les pieds dans une synagogue. La première fois que je l'ai vu dans une synagogue, et encore il faisait la gueule, comme il disait, c'était pour le mariage de son neveu. Quand mon premier de mes fils a fait sa bar mitzvah, mon père a dit « Veux-tu vraiment que je vienne à la synagogue ?» Je lui dis « Si tu veux me revoir, oui. » Donc je viens de ce milieu-là, mais comme mon père, et grâce à mon père, Hubert Heilbronn, dont vous avez si gentiment évoqué la mémoire, il est décédé il y a pratiquement un an, le 14 avril, ça fera un an. Mon père m'a fait lire très tôt Peggy, et notamment Notre jeunesse, et qui pour moi a été un vrai bouleversement. Il m'a fait lire Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, il m'a fait lire Lamartine, Voyage en Orient, il m'a fait lire Léon Blois, il m'a fait lire Paul Claudel, il m'a fait lire tous ces chrétiens amis d'Israël et amis des Juifs. Et il m'a raconté comment, pendant la guerre, une cuisinière et son mari, un cordonnier, Marguerite et Jacques Copé, leur ont tendu la main et les ont cachés après l'arrestation de mes arrière-grands-parents Ernest et Claire Heilbronn et de leur fille Marcel, qui ont été déportés par le convoi 69 et assassinés à Auschwitz le 10 mars 1944. Et pendant 6 mois, Marguerite et Jacques Copé les ont cachés dans une petite maison qu'ils avaient louée à leur nom, à Moulins, dans l'Allier, et leur ont sauvé la vie. Et bien qu'anticlérical, devenu plus intéressé en vieillissant, parce que moins idiot par la religion et les religions, j'ai admiré le travail que mon père a effectué au sein de l'amitié judéo-chrétienne, ce prix qu'il a créé et il a eu la joie, parce que c'était la dernière remise de prix, où Jean-Dominique Durand lui a annoncé, il n'avait rien demandé, lui a annoncé que dorénavant le prix de l'amitié judéo-chrétienne porterait son nom. Et d'ailleurs, c'est un des derniers discours qu'il avait prononcé, c'était en novembre 2023, il y a 1 an et demi. Donc je suis très ému de présenter devant vous, et doublement ému, puisque une dont je viens vous parler, Marcel Heilbronn, la fille d'Ernest Claire Heilbronn, morte en déportation, pendant la Première Guerre mondiale, était infirmière héroïque, elle était d'ailleurs décorée de la Croix de guerre, et elle a soigné un pilote, beau et jeune pilote, qui lui était tombé avec son avion, qui s'appelait Paul Chevalier. Elle est tombée amoureuse de ce pilote, ce qui arrive souvent entre les infirmières et les soldats blessés, et elle l'a épousé, et Paul Chevalier était chrétien, et Marcel Heilbronn était juive, mais d'une famille très anticléricale. Il ne mettait jamais les pieds à la synagogue, même mon arrière-grand-père, Ernest Heilbronn. Et elle l'a épousé à l'église, elle s'est convertie au catholicisme par amour, et puis elle a découvert la foi chrétienne. Et vraiment, elle a découvert la foi chrétienne. Et quand ses parents ont été arrêtés à Uriage, au-dessus de Grenoble, le 7 mars 1944, c'était un dimanche, ce jour-là, elle était à la messe à Uriage. Et en sortant de la messe, on lui a dit « Les Allemands sont en ville, on vient d'arrêter vos parents ». Elle est allée se rendre à la section SS, c'était une section de SS autrichien, commandée par Alois Brunner, qui à l'époque commandait Drancy, mais qui était descendu à Nice, puis après remonté en Isère pour arrêter les Juifs. Elle allait se présenter à lui pour être emmenée avec ses parents. Elle a été emmenée à Grenoble avec ses parents, puis à Drancy. Ses parents avaient 77 et 72 ans, elle avait 50 ans. Quand elle était à Drancy, son mari aurait pu la faire sortir de Drancy, en tant qu'ancien héros multidécoré de 14-18, et montrant que sa femme chrétienne avait été convertie en 1920. Elle a refusé de quitter ses parents. Elle a dit « je les accompagnerai jusqu'au bout ». Et en mars 1944, on savait quel bout c'était. En tous les cas, dans nos familles.
Donc elle l'a accompagné, et c'est en l'honneur de cette tante, qu'il aimait beaucoup, que mon père, Hubert Heilbronn, en signe de cette amitié judéo-chrétienne, a créé ce prix. Donc c'est pour ça que ce soir, je pense à lui, je pense à Marcel, en étant présent devant vous, et c'est ce que j'avais dit à Jean-Dominique Durand quand il m'a fait l'honneur de me proposer d'être membre du comité d'honneur de votre belle association à la place de mon père. Donc j'en suis très honoré. Alors, pour parler, je ne vais pas parler ni de Sciences Po, puisque comme vous l'avez dit, je l'ai fait devant la très belle après-midi consacrée à la lutte contre l'antisémitisme de l'amitié judéo-chrétienne au mémorial de la Shoah. Je ne vais pas parler non plus de mon cours sur l'histoire des Juifs en France sur 2000 ans. Bien que je pourrais faire... Est-ce que je leur pose un peu de questions? Bon, on va voir votre niveau de culture générale. Qui est le premier chef d'État français? Alors ceux qui m'ont déjà entendu ne répondent pas. Hein. Alia, tu ne réponds pas. Qui est le premier chef d'État français qui a nommé un ambassadeur de France d'origine juive? Et en quelle année? Hein? C'est Charlemagne, non? Alors là, on a une prof d'histoire. C'est une très bonne réponse de Maude. C'est Charlemagne. En 797, Charlemagne a fini le travail commencé par son grand-père Charles Martel et par son père Pépin le Bref de chasser complètement les musulmans de France. Si vous vous rappelez, Charles Martel, on s'en vantait, il a arrêté les musulmans à Poitiers. Mais Poitiers, c'est quand même la moitié de la France. Il y avait les musulmans qui étaient dans le sud. Donc Pépin le Bref a continué et Charlemagne a fini le travail. Et à un moment donné, ils se disent quand même idiot ces guerres où nous, en Occident chrétien, on poursuit et on persécute les musulmans. Et en Orient, le calife de Bagdad, Rachid el-Haroun, persécute les chrétiens d'Orient. Donc il faudrait... Oui, je vois. Il faudrait que nous ayons une sorte de trêve. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Telegram. Donc il est obligé d'envoyer un ambassadeur. Le problème, c'est que Bagdad, c'est loin. Et en plus, ces chevaliers sont avinés, sont illettrés, parlent le patois dans le meilleur des cas, à peine français et 3 mots de latin. Mais ils ne savent pas les routes pour l'Orient et ne connaissent pas l'arabe, comment rejoindre Bagdad. Donc ils demandent à la communauté juive de Narbonne, qui est très importante, qui est très illustre, qui est très érudite, de leur envoyer son juif le plus érudit, et l'histoire a gardé son nom, il s'appelle Isaac le Juif de Narbonne. Et on pense que c'était en fait un très grand talmudiste de la famille Kalonymos. Et donc il l'envoie à Bagdad, le pauvre Isaac le Juif emmène 2 chevaliers avec lui, qui évidemment meurent en route, très vite de maladie, et lui arrive par les comptoirs juifs le long de la Méditerranée, il arrive à Jérusalem, il passe par Jérusalem, il arrive à Bagdad, ça lui prend 2 ans, il négocie avec Rachid el-Haroun, et après il revient. Et là, Rachid el-Haroun, qui a été très heureux des cadeaux donnés par Charlemagne, une super meute de chiens et des très beaux chevaux de course, décide de donner un très beau cadeau pour Charlemagne, un éléphant blanc indien. Donc le pauvre Isaac le Juif fait le chemin de retour avec un très bel éléphant blanc indien d'un très beau nom arabe, Abou Abbas. Et il arrive, en passant par les Alpes, à Aix-la-Chapelle, où Abou Abbas va vivre 8 ans, faisant la joie de la cour à Aix-la-Chapelle. Et il va mourir au bout de 8 ans de froid, évidemment, à Aix-la-Chapelle, après avoir vécu à Bagdad. Et voilà comment un chef d'État français a nommé un premier ambassadeur juif de France. Donc c'est ce genre de choses que je raconte dans mon cours, parce que ça dit beaucoup de choses. Moi, par exemple, je ne supporte pas qu'on dise « juif de France ». Vous allez voir pourquoi. On n'est pas juif de France, on est français juif. On est français d'abord, d'origine juive, de culture juive, de religion juive. On est des Français juifs. On a été émancipés le 27 septembre 1791, comme beaucoup d'entre vous le savent. Mais on est là depuis 2000 ans. On est là depuis 2000 ans. On n'est pas des immigrés de fraîche date. Et le pire, c'est quand à la télé, je ne regarde jamais la télé d'ailleurs pour ça, nous disent il y a des tensions entre les communautés. Voilà. Ce qui veut dire les communautés juives et les communautés musulmanes. On nous met sur le même plan. Et une fois, il y avait une couverture d'Express, je m'étais engueulé avec Christophe Barbier, c'était les Juifs un modèle d'intégration. Alors je lui ai dit, Christophe, vous êtes gentil, mais ma famille, elle était là avant la vôtre. Donc c'est vous qui vous êtes pas mal intégrés. Les Juifs étaient français avant que les Savoyards et les Niçois soient français. Voilà. Et les Bretons
Alors ceux-là, ils ont rejoint la France très tardivement, au XVIe siècle. Voilà. Donc, à l'époque, ce n'est pas un Breton qui aurait été ambassadeur à Bagdad. Voilà. Donc, voilà ce que j'aurais pu vous raconter. Mais bon, on va parler aussi quand même de l'histoire des Juifs en France en vous parlant de mon roman. Alors, je ne suis pas romancier. J'aime l'histoire, comme vous avez compris. J'aime enseigner l'histoire. Je ne suis pas vraiment historien non plus. Parce que je n'ai aucun diplôme. Je n'ai aucun diplôme. J'ai un vague diplôme de Sciences Po et un vague diplôme d'Harvard, mais en business. Donc, mais j'ai toujours été un passionné d'histoire. Mon rêve aurait été de faire votre métier. Et donc, je suis content de le réaliser à l'âge de la retraite, de devenir professeur et enseignant d'histoire, parce que c'est la plus belle des disciplines. Par contre, avec le mémorial de la Shoah, j'adore les archives. Je me suis toujours plongé dans les archives. Et d'ailleurs, ce n'est pas très loin du métier que j'ai exercé pendant très longtemps, et que j'exerce encore un peu, qui est celui de consultant en stratégie d'entreprise. Il faut chercher l'information à la source. Il faut chercher l'information à la source parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Et en histoire, c'est ça. Donc pour ce roman, j'ai cherché les informations à la source. Alors pour répondre à votre première question, comment ai-je appris que j'avais un ancêtre qui avait sauvé Louis XV de la mort? Alors il y a comment je le raconte dans le livre, mais ça c'est un roman. Et puis il y a la vérité, mais ça je vous le dirai plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qui peut me dire quelle ville ce plan ancien représente-t-il? Bravo. Parce qu'il y a des gens qui me disent c'est bizarre ton plan, Notre-Dame est rive gauche au lieu d'être dans l'île de la Cité. Alors je dis oui, c'est pas mal, mais en fait ça c'est la cathédrale de Metz, ça c'est la Moselle et ça c'est l'île de Saucy. Donc j'ai voulu mettre le plan du maréchal Belle-Île, qu'il a commandé entre 1735 et 1738, en couverture du Poche. Alors en plus, le Poche, au début, ils avaient fait la couverture du Poche, c'était juste la cathédrale. Mais le problème des graphistes, parce qu'en fait, au départ, le bandeau de l'édition originale de Stock, ben vous l'avez là d'ailleurs, c'est ce que j'avais voulu, c'était le plan de la ville de Metz. Le bandeau, c'était ça. Donc les graphistes de Poche ont trouvé ça joli et l'ont mis, mais ils ont tout centré sur la cathédrale. Je leur dis, mais j'ai demandé à Poche, mais les graphistes, ils ne lisent pas les livres. Il me dit, non, ils ne lisent pas les livres. Je lui dis, non, parce que dans mon livre, vous verrez, la cathédrale, c'est l'anti-héros. Si je peux m'exprimer ainsi auprès de l'amitié judéo-chrétienne. Les seules fois que je parle de la cathédrale, c'est en mal. Nous sommes en 1744 et vous verrez pourquoi. Par contre, ce que j'ai voulu dans ce plan, c'est que soit illustré ici le quartier juif, avec la synagogue qui est là, et l'emplacement de la synagogue actuelle de Metz est le même emplacement, ce n'est pas la même synagogue, et que tout en bas, il y ait le palais du roi où loge le gouverneur et l'abbaye de Saint-Arnoux. Alors là, l'abbaye de Saint-Arnoux, c'est un élément très important de mon histoire. Alors, pourquoi Metz 1744, Drancy 1944? Maud vous en a déjà beaucoup dit et j'y reviendrai plus tard. Alors, commençons par 1744. Le roi Louis XV, que vous voyez là, lors de son arrivée à Metz le 4 août 1744. Qu'est-ce que le roi Louis XV va faire à Metz le 4 août 1744? En fait, la France était plutôt bien gouvernée au premier temps de son règne. Il a commencé à régner en 1722 à l'âge de 12 ans, et jusqu'en 1742-43, pendant 30 ans, ça se passait bien, parce que Louis XV était totalement incompétent, et il y avait le cardinal de Fleury qui était son premier ministre. Hélas, cardinal de Fleury meurt, et donc quand cardinal de Fleury meurt, Louis XV est attiré par 3 choses dans la vie. Est-ce que vous connaissez les 3 choses qui attirent Louis XV? Les femmes, c'est vraiment le numéro 1. La chasse, la guerre, bravo. Alors, j'ai affaire à des experts, des 18e spécialistes. Donc c'est effectivement ça. Alors, la guerre, c'est formidable pour Louis XV. D'abord, il aime se battre. Deuxièmement, c'est un peu comme la chasse. Troisièmement, quand il part à la guerre, il quitte Versailles. Quand il quitte Versailles, il quitte sa femme. Et il peut emmener ses maîtresses avec lui.
Et là, donc, il est parti en Flandre. Le problème, c'est quand il est en Flandre avec ses deux maîtresses, les Autrichiens rentrent en Alsace, déjà les Autrichiens, déjà l'Alsace, et donc il se précipite à Metz, qui est à l'époque une des 3 villes de Lorraine qui appartiennent à la France. Le reste de la Lorraine n'appartient pas à la France, ça appartient au roi déchu de Pologne, Stanislas, d'où la place Stanislas à Nancy. Mais Metz, et Thionville, non pas tout, pas Thionville, et Verdun, Metz, tous les Verdun, les 3 évêchés, exactement, appartiennent à la couronne de France. Et Metz est l'avant-poste. Et c'est vraiment la citadelle, la place forte. Donc il arrive le 4 août 1744. Et là, à Metz, il est reçu par les chemins de la ville, qui lui remet les clés de la ville, assez classique. Et les Messins, ça s'appelle comme ça, les Messins. Justement, quand j'ai fait relire à ma femme mon roman, au début, elle m'a dit « Mais pourquoi tu mets Messin si tu devrais écrire médecin ?» Parce que comme mon héros est un médecin, je lui dis non, parce que mon héros est un médecin messin. On a pu continuer comme ça, qui m'a examiné mes seins, mais bon, voilà. Donc bon, alors revenons à nos Messins. Donc l'arrivée de Louis XV à Metz le 4 août 1744. Alors, il arrive dans cette belle ville de Metz que vous voyez. Donc ça, vous voyez, c'est le plan Belle-Île dans l'autre sens. Donc là, vous avez ce qui est connu, la cathédrale de Metz. Qui a visité la cathédrale de Metz? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une merveille. C'est absolument superbe. C'est la cathédrale d'Europe qui a la plus grande surface de vitraux. Et il y a notamment 3 ou 4 superbes vitraux de Chagall. Elle est absolument... Et d'une luminosité, parce que les vitraux font 10 mètres, 15 mètres de haut. Ils sont absolument incroyables. Donc ça, c'est la cathédrale qui est superbe. Là, vous avez, c'est écrit d'ailleurs, Maison du roi où loge le gouverneur, mais bon, c'est là où habite Belle-Île. Parce que Belle-Île, ça fait 17 ans qu'il est gouverneur des 3 évêchés, et il a cette première fois que un roi de France vient le visiter. La dernière fois qu'un roi de France a visité Metz, c'était Louis XIV en 1657. Donc ça fait un bout de temps. Ça fait presque 90 ans qu'il n'avait pas vu de roi de France. Donc il va le loger là, et là, il est à la rue Grande, et là, il y a l'abbaye de Saint-Arnoux, une très jolie abbaye, qui est maintenant l'état-major militaire de Metz, et il y a la maison du chanoine de l'abbaye qui est là. Et comme le roi Louis XV arrive avec ses 2 maîtresses, la duchesse de Châteauroux et la duchesse de Lauragais, qui sont toutes les 2 les filles du comte Mailly-Denel, qui sont donc 2 sœurs, qui sont ses 2 maîtresses. Alors, heureusement, il n'y a pas de jeunes oreilles parmi vous. Il adore faire l'amour avec les 2 en même temps. Donc, le problème, c'est que, comme il se balade en France avec ses 2 maîtresses, ça devient visible, il commence à y avoir des rumeurs, ça remonte jusqu'à la reine et à la cour. Et donc, Belle-Île, qui est très astucieux, qui est maréchal, construit une passerelle entre le palais de justice et l'abbaye pour que le soir, le roi puisse aller prier à l'abbaye. Donc, toutes les nuits, pendant 6 jours, il allait prier très régulièrement à l'abbaye la nuit entière. Donc, c'est vraiment un roi dévot, admiré de ses sujets. Mais évidemment, à Metz, on se moquait de lui, il y avait des chansons paillardes sur le roi et ses maîtresses. Donc, voilà le contexte. Et puis, à l'autre bout de la ville, il y a cette petite tache marron. Ça vous paraît grand, mais après, je vous donnerai les proportions, qui est le quartier juif. Le quartier juif est une chose absolument exceptionnelle en France à l'époque. Les Juifs, beaucoup d'entre vous le savent, ont été chassés du royaume de France par Charles VI le Fou de manière définitive le 17 septembre 1394. Il n'y a plus de Juifs dans le royaume de France, ce qui a été une tragédie pour le royaume de France, un peu comme les révocations de l'Édit-de-Nantes quand on a chassé les Huguenots. Les Juifs représentaient 50 000 à 100 000 personnes, ce qui était absolument considérable, et en plus ils étaient parfaitement intégrés à la société, ils avaient des activités économiques, commerciales, intellectuelles, spirituelles, médicales, essentielles. Ils ont été chassés du royaume de France. Alors heureusement, le royaume de France à l'époque n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui, et donc ils sont allés en Provence, ils sont allés dans le comtat vénessin, ils sont allés en Lorraine, ils sont allés en Alsace. Et au fur et à mesure que les armées françaises ont conquis des nouveaux territoires, ils ont trouvé des Juifs, et notamment des Juifs en Lorraine. Et en 1595, Henri II a accepté que les Juifs s'installent à Metz. Il y avait des Juifs dans les villages lorrains autour de Metz. Et ils vont s'installer à Metz et ils vont construire une vraie communauté. Parce qu'à l'époque, en 1744, les Juifs sont interdits à Paris, à Versailles, pas de Juifs, sauf dérogation exceptionnelle du roi. À Paris, on estime
cinquantaine de juifs autorisés et 400 à 500 juifs vivant dans la clandestinité. À Versailles, 0 juifs. Il y a des juifs, vous le savez, dans le sud-ouest, qu'on appelle les nouveaux chrétiens, mais c'est des nouveaux chrétiens, c'est des maragnes qui se cachent. Il y a des juifs dans le comtat vénécin, les États pontificaux, mais ce n'est pas la France, c'est des États pontificaux jusqu'à la Révolution française. Et il y a des juifs en Alsace, qui est le judaïsme rural de l'Alsace, que la France a conquis et qui n'ont pas chassé ces juifs qui ne représentent pas grand-chose. Par contre, à Metz, très rapidement, ils sont 4 familles au départ. En 1744, ils sont 400 familles, ça représente 2000 personnes. Et ils habitent dans ce quartier qui peut vous paraître grand, mais là, ça fait 70 mètres et là, ça fait 30 mètres. Donc, ils habitent sur 2000 mètres carrés, 2000 personnes. C'est une densité de population extrême, et pour ceux qui ont visité le ghetto de Venise, c'est un peu comme dans le ghetto de Venise, c'est des immeubles très hauts, parce qu'il n'y a pas de place, donc on construit. C'est des immeubles insalubres, parce qu'à Metz, il y a une pente qui descend vers la Moselle, il n'y a pas le tout à l'égout à l'époque, tous les immondices descendent dans le quartier. Ils vivent assez pauvrement, ils sont surtaxés, ils représentent 5% de la population de Metz, ils payent 15% des impôts. Il y a notamment la taxe Brancas, du duc de Brancas, qui fait payer aux Juifs. Par contre, ils sont très organisés. Ils ont des syndics, qui sont leurs dirigeants communautaires. Ils ont un grand rabbin, qui est généralement un grand rabbin très très important dans le judaïsme européen. Et à l'époque de mon histoire, c'est le grand rabbin Ebeshitz, qui est un très grand talmudiste du XVIIIe siècle, dont dans beaucoup d'yeshivas dans le monde, on étudie encore ces textes. Et puis, la communauté a 3 médecins, ou 4 médecins. À l'époque du roman, il n'y en a que 3. Et ces médecins sont payés par la communauté avec un système très intelligent, où ils sont payés par la communauté, donc c'est un peu comme des médecins hospitaliers aujourd'hui. Ils sont obligés de... Ça, c'est l'hôpital de la communauté qui est là. Ils sont obligés de travailler 1 an dans l'hôpital à soigner gratuitement les pauvres juifs du quartier, et aussi les pauvres juifs qui viennent des villages alentours. Et ils ont le droit de faire payer des clients riches parmi les juifs, mais aussi des clients chrétiens. Et les chrétiens commencent à se rendre compte que les médecins juifs ne sont pas si mauvais, voire meilleurs que les leurs, et font de plus en plus appel à eux, dont le maréchal de Belle-Île. Donc voilà la situation du début du roman. Alors, quelques personnages. Le premier, Louis XV, roi de France, né en 1710, mort en 1774, donc il ne va effectivement pas mourir en 1744. Donc là, je ne vous dévoile pas du tout l'intrigue, puisqu'il a failli mourir en 1744, mais il va régner, pour le malheur de la France, 30 ans de plus. Et à un moment donné, j'ai été tenté, je l'avais raconté à Lia, par l'Uchronie. Vous savez, l'Uchronie, c'est si ça ne s'était pas passé comme ça, qu'est-ce qui se serait passé? Si le brave médecin dont je vais vous parler, je vais vous présenter bientôt, le docteur Ullmann n'avait pas sauvé Louis XV de la mort, Louis XV serait mort le 15 août 1744. Et s'il était mort le 15 août 1744, c'est son fils, Louis Ferdinand, âgé de 15 ans, un peu bené, complètement écrasé par ce qu'on appelait à l'époque le parti des dévots, donc l'église catholique la plus répressive et rétrograde possible de l'époque. Il serait devenu roi. Mais peut-être, à ce moment-là, à 15 ans, quand on devient roi, on a généralement un régent, une régente, il y a des ministres qui gèrent un peu le pays. Peut-être le pays aurait été mieux géré, et si le pays avait été mieux géré, il n'y aurait peut-être pas eu la Révolution française. On aurait peut-être eu une monarchie constitutionnelle intelligente, comme les Anglais. Donc on n'aurait pas eu l'Empire. Donc on n'aurait pas eu les guerres européennes. Donc on n'aurait pas eu la Première Guerre mondiale. Donc on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. On peut aller très loin comme ça. Mais bon, hélas, mon aïeul, le docteur Isaïe Serfulman, a sauvé ce jour-là le roi Louis XV de la mort. Deuxième personnage essentiel, très sympathique, c'est mon favori, lui. Il est bien, hein, vous qui avez lu le livre, il est bien à Belle-Île. Hein. Ouais, mais ça, c'est moi qui ai raconté comme ça. Hein. C'est moi qui ai raconté comme ça. C'est ça l'avantage du romancier, c'est ça qui est génial. Quand on est historien ou quand on est consultant en stratégie, on est coincé par les faits. Quand on est mathématicien, il y a les équations. Vous êtes romancier, vous dites, vous regardez Belle-Île, il a une bonne tête, il a un regard sympathique. Vous lisez sa vie, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de très, très, très intelligent, très habile et très courageux. Donc c'est quand même pas mal de qualité. Il s'appelle, regardez, il est maréchal et duc de Belle-Île, mais son vrai nom, c'est Charles-Louis-Auguste Fouquet. Ça vous dit quelque chose, Fouquet? C'est qui, Fouquet? C'est celui qui a été envoyé à Pignerol. Exactement. Ça, je suis avec des grands historiens, ça.
et pourquoi il a été envoyé en prison à Pignerol? Parce qu'il a fait de trop belles fêtes dans son château. Il a voulu éblouir le roi et ça a vexé le roi. En fait, c'est le ministre des Finances de Louis XIV et comme il gérait très bien les finances, il a réussi à construire le château de Vaux-le-Vicomte et rendant Louis XIV fou de jalousie. Et évidemment, il a été accusé de prévarication. Un peu comme Sarkozy aujourd'hui, qui est en cours 7 ans de prison du parquet. Je pense que vous avez vu l'annonce, incroyable. Voilà, donc, mais par contre, le grand-père, c'était son grand-père, est allé en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort en prison. Donc lui, il démarre dans la vie avec difficulté. Mais il est héroïque, c'est un très bon lieutenant, très bon capitaine, commandant, il monte dans les grades de l'armée, il est héroïque au combat, il est nommé général, il est nommé gouverneur des 3 évêchés, parce que c'est des positions stratégiques militaires absolument clés, il est nommé duc de Belle-Île, titre honorifique, et il est devenu un homme très puissant et un des grands conseillers de Louis XV. Et lui, il règne sur Metz. Et à Metz, il est là depuis 17 ans. Et à Metz, qu'est-ce qu'il a rencontré? Des gens que les Français chrétiens ne rencontraient pas en France. Il a rencontré des Juifs. Et comme il est plutôt intelligent, il se rendit compte que les Juifs étaient parfois loin des caricatures séculaires qui les frappaient, sales, bêtes, voleurs, méchants, diaboliques, et qu'il y en avait certains qui étaient très érudits, très intéressants et très intelligents. Et donc je vous présente mon arrière-grand-père à 8 générations, le docteur Isaïe Serre-Fuhlmann, médecin de la communauté juive de Metz, né en 1705 et mort en 1746. Donc vous voyez, en 1744, il a 39 ans, Louis XV en 1744 a 34 ans, et Belle-Île en 1744 est plus âgé, il a 60 ans. Qu'est-ce qui vous frappe dans le portrait de grand-père Ullmann? C'est une perruque. C'est un portrait assez rudimentaire. C'est un portrait assez rudimentaire. Vous connaissez beaucoup de portraits de juifs français du XVIIIe siècle? Vous connaissez beaucoup de portraits en couleur, en aquarelle, bien peintes, de juifs, médecins, dans une ville perdue en 1744? Parce que comme il meurt en 1746, ça a dû être peint entre 1744 et 1746. Il n'y en a pas. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a quelques portraits de juifs du XVIIIe siècle, mais quels juifs? Post-révolutionnaires. Cerbère, Isaac Bing, le grand rabbin Sinsheim, qui était celui qui a participé au grand Sanhédrin de Napoléon et la création du consistoire, les frères Ratisbonne, juifs qui se convertissent au christianisme, que vous connaissez sûrement l'histoire. Mais il n'y a pas de portrait de juif, en plus un médecin à Metz, juif. Qu'est-ce qui est frappant dans son portrait? Imaginez des juifs à Metz en 1744, vivant dans un quartier sordide, entassés les uns sur les autres, très pratiquants, très religieux. Ils parlent quelle langue d'ailleurs? Hein? Non, ils ne parlent pas hébreu. L'hébreu, c'est la langue des prières à la synagogue. Ils parlent quelle langue? Ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas yiddish. Ça, c'est pour les Allemands, le yiddish. Ils parlent le judéo-lorrain, qui est un patois. Pas très éloigné du yiddish, mais c'est le judéo-lorrain. Ils parlent un peu français, évidemment, et ils prient en hébreu à la synagogue. Mais qu'est-ce qui vous frappe? Bon, d'abord, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une très grande ressemblance avec moi. Mais à part ça. Son regard, peut-être. Son regard. Il est intelligent, oui. Et il a l'air sympathique, oui. C'est très inspirant pour un romancier, d'ailleurs, de voir vraiment à quoi ressemblait son personnage, surtout quand c'était il y a 300 ans. Il n'a pas de barbe. Généralement, les Juifs, ils sont un peu barbus, hein. Surtout à cette époque. Ils ont aussi des papillotes. Il est très pratiquant. C'est un très grand érudit. Par moments, on l'appelle rabbin même. Parce qu'il a un Talmud entier chez lui, ce qui était très rare à l'époque, d'avoir un Talmud entier chez lui. Il a une nu-tête. Hein? Il a une nu-tête. Il n'y a pas de kippa, il n'y a pas de chapeau. Ouais. Donc,
Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? C'est la marche vers l'émancipation. C'est la marche vers la liberté. Donc voilà nos 3 héros du livre. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est le quartier juif. Alors, le plan Belle-Île était quelque chose d'absolument splendide. Il fait 6 mètres de long sur 3 mètres de haut, qui est à la médiathèque de Metz. Et vous le voyez là, parce que là j'ai fait un gros plan, vous avez la synagogue, vous avez l'hôpital, vous avez la boucherie des Juifs, c'est écrit, et vous avez plein de maisons avec des noms. Et là, il y a la maison de mon aïeul. Pas le docteur Ullmann, mais, parce que là c'est 1738, c'est la maison d'Isaac Spire-Lévy, beau-père du docteur Ullmann. Le docteur Ullmann est né à Bischheim, près de Strasbourg, parce que son père était médecin là-bas. Son père était de Metz. Son père était un très grand médecin, Jacob Serf Ullmann. Il va être médecin du duc de Palatin, roi du Palatinat, son Altesse Charles III. Et le petit Isaïe Serf Ullmann va être élevé à la cour du roi au château de Mannheim. Il va faire les études de médecine à Gießen en Allemagne. À votre avis, pourquoi il fait les études en Allemagne de médecine? En France, c'est interdit. En France, c'est interdit. Les juifs et les protestants n'ont pas le droit d'étudier la médecine en France. Donc ils utilisent soit en Italie pour les juifs du Sud, soit en Allemagne pour les juifs de l'Est. Et Isaïe Serf Ullmann va épouser Ève Spire-Lévy, la fille d'Isaac Spire-Lévy, la petite-fille de Jacob Spire-Lévy. Jacob Spire-Lévy était le syndic de la communauté juive de Metz en 1700, et à la fin du XVIIe siècle, il va aller négocier avec Louis XIV pour qu'après la révocation de l'édit de Nantes, Louis XIV ne chasse pas les Juifs de France, en lui expliquant qu'ils sont très utiles, les Juifs à Metz, pour alimenter la garnison de Metz, pratiquement une garnison de cavalerie et d'artillerie, en chevaux, en foin et en grains des principautés allemandes. Et donc Louis XIV se dit, bon, il y a 400 familles là, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'ils me sont utiles pour alimenter mes garnisons. Et il les garde. Et Jacob Spire-Lévy descend du premier rabbin de Metz en 1595 qui s'appelait Schnur-Lévy. Et Schnur-Lévy était l'arrière-petit-fils du grand rabbin de Venise et de Padoue qui s'appelait Meir Katzellenbroggen. Qui connaît Meir Katzellenbroggen? Vous descendez de lui? Le roi d'un jour. Ah, ça, c'est. Non, c'est son fils. C'est son fils. C'est son fils qui est roi d'un jour. Son fils est roi d'un jour de Pologne. Et qui descend de Meir Katzellenbroggen ici? Voilà, nous sommes 2. Alors vous allez voir. Alors, dans les descendants de Meir Katzellenbroggen, il y a des gens très bien. Quand j'ai regardé ça, ça m'a fait plaisir, parce qu'il y a un livre publié par un Américain en 4 volumes avec les 30 000 descendants de Meir Katzellenbroggen. Et donc, il y a Helena Rubinstein. Et on remonte à Rachid. Attendez, alors, faut pas spoiler. Il a dans les descendants Émile Durkheim, inventeur de la sociologie, Helena Rubinstein, Moses Mendelssohn, Félix Mendelssohn. Alors ça, c'est des gens bien. Et puis quand j'ai appris ça à mon père, il était horrifié. Dans les descendants de Meir Katzellenbroggen, il y a Karl Marx. J'ai dit à mon père, c'est normal, dans chaque famille, il faut qu'il y ait un mauvais juif. Voilà. Donc on est cousins avec Karl Marx. Vous saviez que vous étiez cousin de Karl Marx? Pas avec Karl Marx, avec les autres. Ah bah oui, parce que c'est là où on en parle, mais vraiment. Et donc Meir Katzellenbroggen est un descendant de Mattathias de Trèves, qui était le dernier grand rabbin de France en 1394. Et Mattathias de Trèves est un descendant de Rabbinou Tam, rabbin à Ramrupt en Champagne, qui lui-même est le... Gendre. Non. Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rachi. Il a épousé une fille de Rachid. Non, ça c'est son père. Ah oui, c'est ça. C'est le petit-fils de Rachi qui était d'ailleurs un des meilleurs commentateurs. Donc vous, comme moi, nous descendons de Rachi. Qui d'autre descend de Rachi dans la salle? Est-ce que tout le monde sait qui est Rachid? Parce que vous ne parlez pas devant un public entièrement juif. Je ne suis pas. Bah oui, mais justement, comme ils sont à l'amitié juive, qui ne sait pas qui est Rachi? Donc Rachi était rabbin à Troyes, il est né en 1040 et il est mort en 1105 à Troyes. C'est considéré jusqu'à aujourd'hui comme le plus grand commentateur de la Torah
et c'est le plus grand talmudiste au monde. C'est-à-dire que les commentaires de Rachi sont les commentaires de base de toute la lecture de la Torah dans toutes les synagogues. Tout enfant qui prépare, ou tout garçon ou toute fille qui prépare sa bar ou sa bat mitzvah, va lire la Torah, va rien comprendre, parce que pour ceux qui se sont lancés dans la lecture des textes originaux de la Torah, c'est assez concentré, succinct, etc. Et les plus beaux commentaires, les plus intelligents, les plus inspirés, les plus compréhensibles sont ceux de Rachi. Donc voilà qui est Rachi. En plus, c'est le premier prosateur en langue française de l'histoire de France. Il y a 6000 mots qui sont dans Rachi, alors c'est écrit en hébreu, mais c'est des mots en français, qui nous donnent le langage du XIe siècle. Parce qu'au XIe siècle, personne n'écrivait en français. Les érudits, évidemment les prêtres principalement, écrivaient qu'en latin. Donc on a des mots français. Et il a inspiré énormément de personnes. Il a notamment inspiré Chrétien de Troyes. Ah oui, bien sûr. Il a inspiré, comment il s'appelle ? Nicolas de très grand commentateur chrétien du Moyen-Âge, Nicolas de Cyr, un nom comme ça. Bon, je ne sais plus. Et il a beaucoup inspiré Luther. Bon, pourtant, Luther est devenu très antisémite, mais il a quand même beaucoup inspiré Luther dans la compréhension de la Torah, du Pentateuque. Et Rachi descend de qui, cher cousin ? Par sa mère, il descend sûrement des Kalonimos. Donc, vous savez, l'ambassadeur de Charlemagne et les Kalonimos descendent des ethnarques de Babylone qui descendent du roi David. Qui descend du roi David ici ? Monsieur et moi. Vous vous appelez comment déjà ? Vous vous appelez comment ? François. Ah, François comme moi ? Voilà, les François, ils descendent du roi David. C'est normal. Et votre nom de famille ? Hein ? Vendex, c'est un nom hollandais. Vendex, François Vendex, voilà. Donc vous voyez, alors ce qui est marrant, c'est que dans chaque conférence que j'ai donnée sur ce livre, à chaque fois, j'ai eu un descendant de Rachi. Et ce soir aussi. Et ce qui est marrant, c'est que cette mémoire familiale... Alors il y a beaucoup de gens, quand ils ont lu mon livre, ils ont dit, bon, alors ça, c'est complètement romancé, ton truc. Je dis, non, ça, c'est pas du tout romancé, c'est vrai. Ils me disent, mais comment tu peux savoir que tu descends de Rachi ? En fait, quand vous avez 800 ans de rabbin dans votre famille, c'est très renseigné, surtout quand c'est des rabbins un peu connus, mais c'est très renseigné parce que le rabbin, il a soit un fils qui devient rabbin, soit une fille qui épouse son meilleur élève de sa yeshiva, et donc ça se transmet. Et c'est toujours assez amusant. Donc, revenons à Isaac Spir-Lévi, il a sa maison là, il a un fils qui s'appelle Moïse Spir-Lévi, qui a sa maison ici, et son fils Moïse Spir-Lévi, vous le verrez dans le roman, est le jeune rabbin en second du grand rabbin Ebeshitz de Metz. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Passons maintenant un peu à l'intrigue. Revenons en arrière. Le roi Louis XV, il va rester 4 jours à Metz. Il va passer la garnison en revue. Il va avoir la chance, mais là je ne veux pas vous le raconter parce que sinon ça prendra trop de temps, d'assister à la cavalcade de Juifs. Le 5 août 1744, 2 compagnies de Juifs à cheval, de 40 hommes, superbement vêtus, vont défiler devant le roi dans la cour du palais du roi. Et ils vont tirer avec eux un carrosse en hommage au roi. C'est ce qu'on appelle une cavalcade. Donc ça, c'est la question que vous me posiez, c'est pourquoi j'ai écrit un roman. C'est à ce moment-là, quand j'ai découvert cette archive-là, je me suis dit c'est d'un romanesque total. Parce qu'au début, j'étais parti sur un essai historique pour raconter comment un médecin juif, chose improbable, a pu sauver un roi de France en 1744. Mais quand j'ai vu cette cavalcade, je me suis dit il se passe quelque chose à Metz. Parce que des juifs dans ce royaume très chrétien, très je ne vais pas dire antisémite, parce que ce serait un anachronisme, très anti-judaïque, que des juifs défilent à cheval devant le roi Louis XV, c'est qu'il se passe quelque chose dans le royaume de France, quelque chose est en train de bouger. Alors le roi Louis XV, il va beaucoup faire l'amour, comme je vous l'ai déjà dit, il va beaucoup se promener à cheval. On est en août 1744, il fait très très chaud. Et le 7 août, au soir, il va y avoir un énorme banquet pour fêter le départ du roi qui va rejoindre ses armées en Alsace. Et pendant ce banquet, il mange énormément. Après avoir mangé énormément, il retourne voir ses 2 maîtresses à la chapelle de Saint-Arnoux, avec qui il va faire l'amour toute la nuit. Ouais, 34 ans, il est en forme. Hein. Et en plus, il est très costaud, il a 1m77, il est en bonne forme physique. Et à 5 h du matin, il retourne se coucher, et là, il est pris de crampes d'estomac absolument terribles. Et quand le roi de France se déplace à cette époque,
Bon, aujourd'hui aussi, c'est à peu près pareil quand le président se déplace. Ils sont au moins 200, 300 à le suivre. Là, il a 10 médecins avec lui. Le premier médecin, Chiquano, le deuxième médecin, Marco, le premier chirurgien, très connu. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Le premier chirurgien du roi, à l'époque, s'appelait Gigot de la Péronie. La Péronie, la maladie de la Péronie. Bon, il y a des âmes sensibles, on ne va pas expliquer ce que c'est que la maladie de la Péronie, docteur. Docteur Goldman, ça vous parle? Oui, chacun viendra. C'est quoi? C'est une couture anormale du pénis, une fibrose. C'est plus qu'une courbure, apparemment. Oui, une courbure, oui. Donc c'est un pénis qui est à angle droit. Donc ce brave la Péronie est un chirurgien éminent. D'ailleurs, si vous allez à Montpellier devant la faculté de médecine, il y a la statue de Gigot de la Péronie. Donc c'est le premier chirurgien. Alors Louis XV se plaint de crampes d'estomac, donc les médecins se précipitent à son chevet. Et là, à mon étonnement, quand je lis les documents d'archives de l'époque qui relatent la maladie du roi, on est à peu près, pourtant, Molière c'était un siècle avant, on est dans du Molière. Les scènes que j'ai décrites, vous avez lu, Alia a lu, c'est du Molière. Et pourtant, c'est totalement vrai. Donc, ils n'examinent pas le roi, ils ne déshabillent pas le roi, et ils vont examiner ses humeurs. Et après avoir examiné ses humeurs, ils vont déterminer qu'il a peut-être une atrabile noire, mais qu'en fait, c'est plutôt une atrabile jaune. Et là, il y a des débats qui durent des longues minutes pour savoir si une atrabile jaune ou noire. Et finalement, ils décident pour le soigner de le purger et le saigner. Donc ils alternent purge et saignement. Donc ça dure une semaine, du 8 août au 15 août. Ils vont le purger une dizaine de fois, ils vont le saigner 9 fois. Mais alors une bonne saignée, c'est une bonne pinte de sang. Donc c'est 50 centilitres. Donc quand vous faites 9 fois 50 centilitres, il y a des mathématiciens dans la salle, ça fait combien? 4 litres et demi en une semaine. Mais bon, pourquoi pas, hein? Il y a des gens qui ont survécu. Mais qu'est-ce qu'il avait comme maladie? Une dysenterie. Donc, comme il y a des médecins dans la salle, pouvez nous expliquer, docteur, un jeune gars costaud, en pleine forme, de 34 ans, qui souffre d'une dysenterie, qu'est-ce que ça fait de le purger pendant une semaine et de le saigner pendant une semaine? Hein? Il va être lyophilisé, il va être complètement déshydraté. Complètement déshydraté. Et donc, le 14 août, les médecins annoncent à la cour que le roi va mourir. Le roi va se confesser. Vous l'avez résisté pas mal à se confesser. Bon, il va se confesser. Il y a son évêque, l'évêque de Soissons, qui est... Alors, vous savez, les évêques à l'époque, ils étaient comment les évêques à l'époque, en termes de mœurs? Ils étaient un peu libertins. Ben, ce pauvre Louis XV, il n'a pas de chance. Son évêque, l'évêque de Soissons, descendant du duc de Fitz-James, est un puritain, un réactionnaire et un dévot comme il n'y en a pas. Il n'arrête pas de le culpabiliser. Il lui dit « Sire, vous êtes malade, c'est parce que vous avez péché, c'est vos maîtresses, il faut chasser les maîtresses. » Donc le roi chasse les maîtresses. Il n'arrête pas de le culpabiliser tout le temps. Il le force à se confesser. Et après, il fait quelque chose, moi, je trouve absolument terrible. Mais moi, je ne suis pas chrétien, donc je pense que vous, chrétiens, vous serez encore plus choqués que moi. Il rend les confessions publiques. Les confessions sont lues dans toutes les églises de France. Et à l'époque, ils n'ont pas Voici. Ils n'ont pas les réseaux sociaux. Ils n'ont pas Paris Match. Donc ils ne savaient pas que le roi avait des maîtresses. Et tout d'un coup, ils découvrent que ce roi, si sympathique, qui a fait 10 enfants à sa femme, 8 filles et 2 garçons, il a 2 maîtresses et en plus 2 sœurs. Donc imaginez le scandale dans le royaume, lu dans toutes les églises de France. Et le lendemain, on leur annonce que le roi est en train de mourir. Et il est vraiment en train de mourir. Donc on sonne le tocsin, on lui donne les saints sacrements, et ça va être fini. Et puis, comme le raconte le duc de Richelieu, qui était, on peut le dire entre nous, le maquereau du roi, c'est lui qui le fournissait en belle et gente dame, le duc de Richelieu a inspiré quel personnage dans la littérature française? Alors ceux qui savent ne le disent pas, hein, Alia le sait, elle a déjà entendu. Est-ce que vous avez lu Les Liaisons dangereuses?
Il y en a un qui s'appelle Valmont, qui est un séducteur, un Casanova, un Don Juan. Ben, le duc de Richelieu, c'est lui qui a inspiré le personnage de Valmont. Donc le duc de Richelieu va écrire ses mémoires et va expliquer que, au dernier moment, un charlatan va se précipiter au chevet du roi, va rester 3 jours et 3 nuits à son chevet, lui administrer 3 potions et le guérir. Après, il y a Michelet, dans sa superbe Histoire de France, qui va dire « Un charlatan dont on ne sait même pas le nom va guérir le roi ». C'est quand même bizarre. Hein, à l'époque, un roi, c'est quand même non seulement un roi, c'est un homme plus puissant, roi de France, c'est quand même une des premières puissances mondiales, et en plus, c'est un monarque de droit divin, donc il est descendant de Dieu. Donc on ne sache même pas le nom de le charlatan qui l'a guéri. Alexandre Dumas, qui écrit un très beau texte sur Louis XV, dit aussi qu'on ne sait pas qui est l'empirique qui a sauvé le roi. Et puis, dans les archives royales, il y a quand même le nom du sauveur. Mystère, mystère. Le nom du sauveur s'appelle le lieutenant Alexandre de Montcharvaux, médecin retraité des armées d'Alsace. Qui, parmi les docteurs, il y en a qui ont fait le service militaire? Vous êtes quel grade? Capitaine, exactement capitaine. Alors lui, il fait pendant 30 ans la guerre, il a arrêté, il est à la retraite, il n'est que le lieutenant. Donc ce n'est pas une star. En plus, il était chirurgien. Alors comment on les appelait les chirurgiens militaires au XVIIIe siècle? Les bouchers de champ de bataille. Ils savaient couper des jambes, ils savaient extraire des balles, et ils savaient cautériser des plaies. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Il n'avait pas soigné une dysenterie avec 3 potions. Alors pourquoi l'histoire de France a gardé Alexandre de Montcharvaux et non pas un docteur éminent formé par un père qui est l'un des meilleurs médecins du monde à cette époque? Pourquoi ce n'est pas lui le sauveur? Pourquoi c'est Alexandre de Montcharvaux? Hein? C'est pas possible qu'un juif sauve le roi de France. Donc il faut le cacher. Donc c'est pour ça que Maude, excellente professeure d'histoire, n'a jamais entendu parler de cette histoire. Et quand je vais à Metz pour présenter mon livre, à la communauté juive de Metz, personne n'a entendu parler de cette histoire, sauf le grand rabbin de Metz, de Moselle plutôt, Bruno Fison, très érudit. Je suis reçu par le maire de Metz, François Grosdidier, très sympathique, très intelligent, très cultivé, il connaît toute l'histoire de sa ville. Il sait que Louis XV a failli mourir dans sa ville. Il ne connaît pas le nom du sauveur. Alors maintenant, ce qui est très bien, c'est que maintenant, à Metz, vous demandez à n'importe qui, tout le monde sait que c'est lui. Donc ça me fait très très plaisir. Ils peuvent même vous disserter longtemps sur le sujet. Mais comment ce brave Isaïe Serfulman va faire pour sauver le roi de France? Ben là, on va faire comme dans les séries américaines, la suite au prochain épisode. Et pour le savoir, il va falloir que vous achetiez mon roman. Donc là, c'était l'été dédicacé tout à l'heure. Et en plus, dédicacé par l'arrière petit-fils de Isaïe. En fait, c'est pas loin. Hein. C'était l'arrière-grand-père de ma grand-mère. C'est simple. Et puis à la fin du roman, vous avez un arbre généalogique et vous allez voir. C'est une librairie chrétienne, la Procure. Je sais, j'adore. J'adore. Moi, je vais souvent parce que je donne des cours à Sciences Po. C'est pas loin de la Procure. C'est une de mes librairies préférées avec un choix formidable. Oui, et ils ont une très belle librairie dans le 17e, juste à côté de chez nous. Ah bah ça, c'est trop loin. Mais moi, je vais à celle du 6e, derrière la mairie du 6e. Donc ça, je vous en ai parlé. Et alors, les générations passent. Et en fait, moi, je n'avais jamais entendu parler du docteur Ullmann. J'avais entendu parler par ma grand-mère qu'on avait un ancêtre qui avait sauvé Louis XV. Et en écrivant mon cours sur l'histoire des Juifs de France il y a 5 ans, je lis dans un livre consacré à l'histoire des Juifs en Moselle qu'on pense que les Juifs ont été appelés au chevet du roi et l'ont guéri. Après, je creuse, je vais aux archives, et là, on pense que c'est peut-être le docteur Ullmann. Donc, je vais voir mon père et je lui dis, mais est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Il me dit, oui, ta grand-mère m'en a parlé quand j'étais petit, mais sans plus de détails, et Ullmann, ça ne me dit rien. Par contre, dans la famille, ça, c'était le grand-père de ma grand-mère, Julien Hayem, ça, c'était l'arrière-grand-père de ma grand-mère, Simon Hayem, je remontais jusque-là. Et on savait... Lui, il était né à Paris en 1847, mais lui, il était né à Verdun en 1811. On savait qu'ils étaient lorrains. Donc je me suis dit, c'est de ce côté-là que je vais chercher. Donc je suis allé chercher dans les archives israélites de Moselle, qui sont très bien faites, et je me suis rendu compte que la mère de Simon Hayem s'appelait Charlotte Ullmann, et que le père de Charlotte Ullmann s'appelait Isaïe Ullmann,
et que le grand-père de Charlotte Ullmann s'appelait Isaïe Serf Ullmann. Donc effectivement, celui qui allait guérir le roi était mon ancêtre à 8 générations. Et il va vraiment le sauver, de manière non pas miraculeuse, comme beaucoup de gens l'ont dit à l'époque, mais de manière médicale. Son arrière-petit-fils, Simon Hayem, va être maire de Saint-Gratien, tout près du lac d'Enghien. Il va créer la synagogue d'Enghien, il est officier de la Légion d'honneur, et il a créé une très belle affaire de chemises avec des cols. À l'époque, les chemises étaient sans col, comme vous savez, et avec les cols attachés, et une très belle affaire de cravate, qui s'appelle la Maison du Phénix, que son fils, Julien Hayem, va reprendre. Il va être adjoint au maire du 11e, il va être garde national en 1910, il est lui aussi officier de la Légion d'honneur. Et Julien Hayem va avoir comme fils Émile Hayem, capitaine de réserve, mort pour la France le 19 août 1914 dans la dernière charge de cavalerie de l'armée française, le 19e Dragon, à Altkirch. Et il va être un écrivain honoré au Panthéon, parce que les écrivains morts pour la France sont honorés au Panthéon. Les 560 écrivains morts en 14-18 pour la France ont leur nom sur des cénotaphes au Panthéon. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Donc je continue à descendre ma famille. Julien Hayem a une fille, mon arrière-grand-mère, Flore Hayem, que voilà avec 3 de ses filles, dont ma grand-mère, Anne-Marie Klotz, et qui a épousé mon grand-père Jacques Heilbronn. Et c'est elle qui va me raconter tout ça. Et là, c'est Flore Klotz, née Hayem, avec ses 6 enfants, Lucienne, Antoine, Anne-Marie, ma grand-mère, Denise, François et Philippe, et le chien. C'est dans la maison familiale d'Étretat, la maison familiale de Julien Hayem, en 1913. Mais après, il y a l'été 1944. Donc Flore Hayem a épousé mon arrière-grand-père Henri Klotz. Flore Hayem va mourir d'un cancer du sein en 1930. Son fils Antoine Klotz va mourir dans un accident de voiture en 1929. Henri Klotz, son mari, a fait la guerre de 14-18 comme capitaine d'artillerie, finit la guerre comme lieutenant-colonel de réserve, donc un des plus hauts grades d'officier supérieur, avant celui de général. Il est officier de la Légion d'honneur, il est croix de guerre 14-18. Et le 31 juillet 1944, il est arrêté chez lui, porte de Champéret, pas très loin d'ici. Il est conduit à Drancy, où il a 78 ans, il est en très mauvais état physique, il a des grosses blessures de guerre, il est invalide, il est dans un fauteuil roulant. Et à Drancy, on le trouve dans un état pathétique, c'est le 31 juillet. Il est transféré à l'hospice Picpus, qui est le camp médical de Drancy, l'annexe de Drancy médical, qui est gardé par des soldats allemands. Et il va mourir le 18 août 1944 à 5h40 du matin. Le Drancy va être libéré à midi. Et c'est pour ça que j'ai écrit 2 étés 44. Parce que vous comprenez bien que la première partie à Metz en 1744, c'est une partie amusante, truculente, romanesque, mystérieuse. C'est un vrai roman. Et je ne voulais écrire que cet été-là. Et d'ailleurs, j'avais trouvé le titre. Le premier titre, c'était « Le médecin juif qui a sauvé Louis XV ». Et ma femme est romancière, elle s'appelle Ariane Bois, elle a publié plein de romans qui ont eu plein de succès. Elle me dit, avec un titre comme ça, tu en vendras 3. Donc j'ai trouvé un autre titre, Un autre été 44. Et j'ai vraiment écrit que l'été 1744. Et puis à un moment donné, j'ai écrit le docteur Isaïe Serf Ullmann sauve le roi Louis XV de la mort le 18 août 1744. Regardez bien cette date. 200 ans, jour pour jour. Celui qui a épousé l'arrière-arrière-petite-fille d'Isaïe Serf Ullmann va mourir à Drancy. Le 4 août 1944, jour de l'arrivée de Louis XV à Metz. Son frère, Georges Klotz, capitaine de réserve, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 14-18, capitaine d'infanterie, il est assassiné à Auschwitz le jour de ses 76 ans, le 4 août 1944. Lucienne Klotz, la fille d'Henri Klotz et de Flore Hayem, donc descendante directe du docteur Ullmann, est assassinée à 45 ans à Auschwitz le 4 août 1944. C'est la grand-mère de quelqu'un que vous connaissez peut-être en tous les cas de nom,
C'est la grand-mère de mon cousin Patrick Bloch, qui est premier adjoint à la ville de Paris, à la maire de Paris. Denise Klotz, la plus petite sœur de ma grand-mère, résistante, est assassinée à 39 ans à Auschwitz en novembre 1944. Elle échappe aux chambres à gaz, mais elle va mourir du typhus en novembre 1944. Là, c'est juste avant-guerre, une photo avec mon père, petit garçon. Et François Klotz, dont vous avez évoqué la mémoire, dont je tiens le prénom et la vocation de servir comme parachutiste, était officier des services spéciaux alliés, médaille militaire, croix de guerre, médaille de la résistance, Silver Star Medal, et il meurt au combat en juin 1944 après un parachutage en France. Donc vous voyez, tous les descendants, sauf ma grand-mère en fait, tous les descendants du docteur Ullmann vont être assassinés à l'été 1944. Donc mon roman, en fait, c'est plus qu'un roman. J'ai même quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit c'est un conte. Parce que dans un conte, par rapport à un roman, qu'est-ce qu'il y a dans un conte par rapport à un roman? Merveilleux. Non. Il y a une morale. Une morale, une leçon. Là, il y a une morale. L'été 1744, de manière un peu étrange, les Juifs qui sont ostracisés en France depuis l'expulsion de 1394, les Juifs réapparaissent dans la sphère publique. Une cavalcade devant le roi, un médecin juif qu'on va chercher, évidemment c'est Belle-Île qui va aller le chercher, qui va sauver le roi de France. C'est le début de l'émancipation, et ce que je dis dans mon roman, c'est le début de la marche vers les Lumières. Et 200 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est la plongée dans les ténèbres. C'est-à-dire toute cette famille israélite française, parfaitement intégrée, héroïque, qui n'a pas peur de risquer sa vie. Henri Klotz et Georges Klotz auraient pu ne pas faire la Première Guerre mondiale comme Émile Hayem. Ils ont plus de 40 ans, Henri Klotz a 6 enfants, Émile Hayem a 6 enfants. Ils n'étaient pas mobilisables. Mais ils s'engagent, ils sont officiers de réserve, ils vont se battre. François Klotz aurait pu ne pas aller se battre, il va se battre pendant 5 ans, de 1939 à 1944. Ce sont des patriotes, mais malgré ça, ils vont être trahis par un autre chef d'État. Leur ancêtre a sauvé un chef d'État de la mort en 1744. En 1944, un autre chef d'État, traître à son pays, Pétain, le traître Pétain, va les livrer, pieds et poings liés, à l'occupant allemand qui va les assassiner, soit à Drancy, à Paris, près de Paris, soit à Auschwitz-Birkenau. Et donc, c'est de mettre en contraste ces deux époques. Mais comme je suis quelqu'un de positif, et comme l'histoire est positive, il faut toujours espérer. Et l'espérance, c'est quand même ce qui nous unit le plus, nous chrétiens et nous juifs, c'est croire en l'espérance. Eh bien, il y a une justice. Comme je l'ai parfois dit, mon roman, c'est un peu comme une disserte de philo de terminale, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Voici la synthèse. Justice au Panthéon. Mais qu'est-ce que vient faire le Panthéon dans cette galère? Alors revenons un peu à l'histoire du Panthéon. Qui sait parmi vous, à part ceux qui ont lu mon roman, qui n'ont pas le droit de répondre, qui sait parmi vous l'origine du Panthéon? Une église. Une église, tout à fait. Quelle église? Exactement, la basilique, c'était même la basilique Sainte-Geneviève. Vous savez quelle est la différence entre une église et une basilique? C'est un vœu du roi. Attendez, quelle est la différence entre une église et une basilique? Basilique, c'est le roi, le basilique. Non. Quelle est la différence entre une cathédrale et une basilique? Basileus en grec. Hein? C'est basileus. Non. Territorialisation. Parce qu'on y met les chasses. On y met les chasses d'un saint. Et donc, c'était la basilique Sainte-Geneviève devait recueillir les chasses de Sainte-Geneviève. Alors, quand je dis ça, je me dis, mais quel rapport avec la chasse? C'est quoi les chasses? C'est les restes humains. Donc, la basilique Sainte-Geneviève devait accueillir les chasses de Sainte-Geneviève et s'appelait la basilique Sainte-Geneviève. Quel rapport avec mon histoire? Hein? Ça fait un vœu aussi, ça, c'est le vœu de Louis XV qui survit. Exactement. On a un spécialiste là. Louis XV mourant dit à Soissons, et c'est très intéressant parce que le dialogue, il a été rapporté, il dit à Soissons, je ne veux pas mourir. J'ai 34 ans, mon règne est important, mon fils, 15 ans, il ne peut pas régner. Qu'est-ce que je dois faire pour que votre Dieu me sauve? Et c'est assez intéressant parce qu'il dit votre Dieu.
Il aurait pu dire notre Dieu, mon Dieu. Il dit votre Dieu, donc comme s'il le mettait à distance. Et Soissons, qui est habile, lui dit « Sire, vous devriez construire la plus belle basilique de France ». Et là, Louis XV a un songe, et il dit « Oui, tout à fait, c'est une excellente idée. Louis XIV, mon aïeul, a construit Versailles à sa gloire. Moi, je construirai la plus belle basilique de France, la plus haute basilique de France, à la gloire de Dieu. » Et pour une fois, il tient parole, parce qu'il est assez velléitaire. Alors il tient parole, mais ça ne lui coûte pas grand-chose, parce que pour financer la construction, il lance une grande loterie nationale. Lui, il met 0. Bon, ça vous rappelle quelque chose? Bon, les pratiques sont toujours les mêmes aujourd'hui. Les Français paieront. Donc les Français vont payer. Donc en 1764, il pose la première pierre de la basilique Sainte-Geneviève. Le brave Soufflot qui construit ça, c'est très compliqué, c'est un gros bâtiment. Ça va être le plus haut bâtiment de Paris jusqu'à la construction de Notre-Dame. On le voit de tout Paris. Ne faites pas attention, mais à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention, vous allez vous promener dans Paris, surtout rive gauche, vous voyez partout cette basilique Sainte-Geneviève. Le problème, c'est que le timing n'est pas très bon. Tout toujours est question de timing. La basilique est terminée en 1791. Sale temps pour les basiliques. Donc la constituante, qui se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc ?» On ne va pas en faire une église. Elle n'est pas consacrée. Et il décide de créer le Panthéon des grands hommes. Et là, premier clin d'œil de l'histoire, qui est le premier grand homme à rentrer au Panthéon le 4 avril 1791 ? Mirabeau, c'est un grand spécialiste. Et pourquoi c'est un clin d'œil de l'histoire ? Qu'est-ce qu'il a écrit en 1788, Mirabeau ? Il a écrit sur un de nos cousins, cher François, sur Moses Mendelssohn et l'émancipation des Juifs. Mirabeau était un des premiers, avec l'abbé Grégoire, ça c'est connu, mais Mirabeau était un des premiers à conceptualiser l'émancipation des Juifs. Donc, comme me l'a dit un des lauréats du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France, Hubert Heilbronn, le grand rabbin Chaim Korsia, en fait, le roi Louis XV a été très ingrat. Ce n'est pas une basilique qu'il aurait dû construire, c'est une grande synagogue. Parce que ce n'est pas vraiment Dieu qui l'a sauvé, c'est un brave médecin juif de Metz. Mais donc, premier signe, effectivement, cette basilique n'est pas consacrée, bien le Panthéon des grands hommes. Le premier à y rentrer, c'est un des premiers Français à avoir plaidé l'émancipation des Juifs. Après, en 18 janvier 2007, Jacques Chirac, vous en rappelez, Simone Veil inaugure une plaque au Panthéon en hommage aux justes parmi les nations de France. Et Jacques Chirac et Simone Veil demandent à être accompagnés par 4 enfants, descendants d'enfants cachés et sauvés par des justes, ou descendants de justes. Et là, il y a un petit garçon, très mignon, qui a 10 ans, qui s'appelle David Heilbronn, qui est notre 3e fils, et qui va accompagner Jacques Chirac et Simone Veil. Et il va accompagner Jacques Chirac et Simone Veil parce que son grand-père, Hubert Heilbronn, était enfant caché, sa grand-mère, du côté de ma femme, Régine Gabet, était enfant caché, et aussi du côté de ma femme, son arrière-grand-oncle, le pasteur Robert Cook, était juste parmi les nations, et pasteur du maquis de Vabre. Et il a sauvé 20 jeunes filles juives allemandes. Et donc, David Heilbronn, il descend de qui ? Du docteur Ullmann. Et après, le 1er juillet 2018, Simone Veil, née Jacob, fait son entrée au Panthéon. Elle descend des Jacob, des Lambert. Les Lambert descendent des Spire-Lévy. Alors, elle ne descend pas du docteur Ullmann, mais son ancêtre direct était Jacob Spire-Lévy, le grand-père de la femme d'Ullmann. Donc, c'est une petite cousine d'Ullmann. Et quelques années avant elle, il y a un autre petit cousin de Ullmann qui est rentré au Panthéon, parce que la femme de Jacob Spire-Lévy s'appelait Braine-Lézé, Z-A-Y. Et le père de Braine-Lézé était l'ascendant direct de Jean Zé. Et au Panthéon, il y a aussi la plaque pour Émile Hayem, qui descend du docteur Ullmann. Il y a aussi une plaque pour Maurice Sergine, oncle de ma grand-mère, qui avait épousé une Hayem, descendante de Ullmann, et qui est mort, comme les autres, gazé à Birkenau le 4 août 1944. Donc la conclusion de mon livre, c'est ça. Il y a eu la période des Lumières, il y a eu la période des Ténèbres,
Et il y a la période de la réparation. C'est que les Juifs sont revenus en France, dans leur pays. Et comme vous l'avez très bien compris, Maude, mon livre est une lettre d'amour à la France. C'est qu'il ne faut pas regarder les périodes noires. En fait, les périodes noires sont courtes. Il faut garder les périodes de lumière, justement d'amitié judéo-chrétienne. Et sur ce, je vous remercie. Bien, je remercie chaleureusement François de cette magistrale conférence, conférence historique certes, mais conférence extraordinairement vivante, c'est certain. Et combien vous avez su, à partir de votre histoire particulière, passer à l'histoire universelle, nous apprendre devant un public non juif, nous apprendre des faits qui ne nous sont pas enseignés, effectivement, à savoir que les Juifs sont présents en France depuis 2000 ans, donc ils ne sont pas des apatrides, à savoir qu'ils ont été expulsés définitivement du Royaume de France en 1394. Jusqu'à la Révolution, la France a été Judenrein, comme disait Hitler, privé du Royaume de France, effectivement. Qu'ils sont devenus citoyens français en septembre 1791, ce sont des faits qui devraient figurer dans les programmes scolaires d'histoire. J'en parlais avec Aurore Berger il y a 2 jours. Voilà, j'avais écrit il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, un petit article là-dessus pour dire il ne faudrait pas grand-chose. Il faudrait un simple chapitre dans le livre de Seconde qu'on intitulerait « Les communautés juives dans la France chrétienne ». Et ce serait terminé. Et il y aurait toute une série, ce qu'on vient de dire ce soir, il y aurait toute une série de connaissances qui passeraient et qui permettraient de comprendre aux élèves pourquoi, finalement, Hitler s'en est pris aux Juifs. Parce que j'ai enseigné l'histoire. Quand on enseigne l'histoire de l'extermination des Juifs, on enseigne l'histoire de gens qui sont inconnus de l'histoire de l'Europe. Et les élèves se demandent tout d'un coup, mais pourquoi est-ce qu'on en veut aux Juifs? On ne leur a pas dit, effectivement, que qu'est-ce que c'est qu'un Juif? Donc ce serait quelque chose... Je vous pose une autre colle. Oui. Quel est le premier bâtiment d'un culte monothéiste en France? Quel a été le premier bâtiment d'un culte monothéiste en France? Un temple, une église, une synagogue? Synagogue. En l'an 6, Hérode Archélaüs, tétrarque de Galilée, peu apprécié par les Juifs de Judée, est expulsé, exilé. Il est exilé à Vienne, mais c'est un roi. Donc les Romains l'exilent à Vienne, pas en Autriche, mais au sud de Lyon. Et il vient avec sa cour, sa femme, ses maîtresses, ses médecins, un peu comme Louis XV, et ses rabbins. Donc le premier culte pratiqué sur la terre de France, en l'an 6, c'est le culte juif. Et effectivement, vous voyez, quand vous dites ça, ça change le regard. Qui connaît la princesse Salomé parmi vous? Vous ne connaissez pas la princesse Salomé? Ce sont des ignorants. Pour Hérode, et qui demande la tête de Jean-Baptiste. Hein? Oh, bien sûr. Où est-elle morte, la princesse Salomé? Au pied des Pyrénées, à Saint-Martin-de-Comminges. Parce que Hérode Antipas, frère d'Hérode Archélaüs, lui est expulsé, exilé par les Romains en l'an 39. Et le Hérode Antipas, c'est le Hérode qui va faire couper la tête à Jean-Baptiste. Et il est exilé avec sa femme Hérodias et sa fille, la princesse Salomé. Et il est exilé à Saint-Martin-de-Comminges, au pied des Pyrénées. Et sont enterrés à Saint-Martin-de-Comminges Hérode, Hérodias et la princesse Salomé. Donc effectivement, le regard de la France aux Juifs, comme vous le dites, Maude, il ne suffit de pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais exactement. Quand le évêque d'Arles meurt en 430, Césaire, exactement. Tout le monde pleure. Et à Arles, les seuls qui arrivent à chanter, parce que tout le monde pleure, c'est les Juifs qui chantent pour ce saint évêque. Et c'est une époque, le premier millénaire, c'est une époque de communion judéo-chrétienne. Alors il y a quelques évêques à partir du 8e siècle qui vont commencer à prendre des édits contre les Juifs, mais ça ne marche pas du tout. Les princes protègent les Juifs. Et le peuple est très mélangé. Et ça se passe très bien jusqu'à un certain pape qui s'appelait Urbain IV au XIe siècle. Mais pendant 1000 ans, les Juifs en France faisaient tous les métiers, circulaient comme ils voulaient, manger avec des chrétiens,
se marier avec des chrétiens et vice-versa. Il y avait beaucoup d'échanges et il y avait un peu une sorte de tolérance. Comme et ça bascule à partir des croisades. Au XIe siècle, C'est des ça, croisades à partir et surtout bascule. des bulles papales de Urbain IV. C'est ça. Et après, il faut Ça filer jusqu'en septembre 1791, Voilà. où effectivement les Juifs ont cru qu'ils étaient des Français comme les autres. Et il y a une scène qui m'a profondément émue dans votre livre, c'est l'agonie de votre grand-oncle Henri Klotz, effectivement. Arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père, Henri Klotz, héros de la guerre de 14-18, Ouais. et qu'on vient arrêter alors qu'il a 78 ans, le 18 août, et que son fils est en train de mourir pour la France au moment du débarquement. Là, on se dit, le terme réparation, il a un sens. Et nous, à l'amitié judéo-chrétienne, nous sommes ici aussi pour réparer cette histoire tellement abîmée. Je vais donner la parole à la salle parce qu'il y a certainement... J'ai juste une question. Vous avez dit Louis XV aimait beaucoup le champagne. C'est vrai ou c'est inventé? Ah non, c'est vrai. Ah, c'est vrai, d'accord. Non, mais rien, bon, ce qui est inventé, vous l'imaginez. Mais ce qui est inventé, par exemple, c'est là où le roman est formidable. Moi, j'ai découvert le roman, j'adore. Je suis en train d'écrire mon deuxième roman. C'est le roi et Ullmann vont passer 3 jours et 3 nuits ensemble. Et Ullmann va le guérir avec 3 potions. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'ils se sont dit. Et d'ailleurs, j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit « Oh, les dialogues de Ullmann avec le roi, c'est incroyable. Comment tu les as eus ?» Alors je lui dis, à l'époque, les renseignements généraux étaient déjà très bons. Il y avait des micros partout et j'ai récupéré les bandes sonores. Et non, en fait, c'est ça le génial dans le roman. Alors, j'ai essayé de le rendre le plus authentique possible, c'est-à-dire que je me suis mis dans la tête de Louis XV. Et c'est ça qui est marrant dans le roman, d'ailleurs. Vous devez vraiment intégrer la psychologie personnelle. Louis XV, il est très malade, il est vraiment au bord de l'agonie. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un de bizarre autour de lui qui le touche, qui le déshabille, qui lui donne des potions, et puis il commence à se sentir mieux. Et puis il se rend compte que c'est un juif. Alors, imaginez sa frayeur. Il est en train de se faire assassiner par un juif. Oui. Et le médecin juif, lui, la frayeur aussi. Il sait que le roi est en train de mourir, il voit qu'il a une dysenterie, en plus il a été tellement saigné et purgé que c'est vraiment un cadavre. Il se dit, bah, s'il meurt, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis mort, je vais être écartelé en place publique. Et toute la communauté juive de Metz va être passée au fil de l'épée. Et donc c'est là où le roman est formidable, c'est que vous devez vivre cette situation, vivre cette scène et devenir Ullmann, Louis XV, Ullmann. Et, voilà. Et quand vous dites que Louis XV comprenait un peu l'hébreu, bien sûr. Ah oui, et vous nous expliquez pourquoi... Animé d'Abergivret. Oui. Vous nous expliquez pourquoi un roi de France j'ai beaucoup dialogué avec Louis comprend XV quelques mots d'hébreu. Non, parce que Louis XV avait comme précepteur l'abbé Fleury, à ne pas confondre avec le cardinal de Fleury qui était son premier ministre, l'abbé Fleury, qui avait écrit un très beau livre que j'ai sur les mœurs des chrétiens et des Israélites, et qui dénotait une très 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 bonne connaissance de l'hébreu. Et l'hébreu était une langue noble, et vous le savez peut-être, quand François Ier crée le Collège de France, il crée 2 chaires d'hébreu. 2 chaires d'hébreu. Il crée 5 chaires, et sur les 5 chaires, il y a 2 chaires d'hébreu. Oui, ça on ne le sait pas non plus, que François Ier a créé en France des chaires d'hébreu au moment de la Renaissance, pour faire renaître les langues de l'Antiquité. Parce que ça faisait partie du savoir culturel, c'était important de pouvoir, comme beaucoup d'ailleurs de chrétiens, et aujourd'hui de prêtres et de bonnes sœurs et d'érudits, c'était important de connaître l'hébreu pour pouvoir lire la Bible dans le texte. Et donc, il avait des rudiments d'hébreu. Des questions, des